Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé de ne pas avoir pu publier d'émission hier. J'ai franchement essayé de l'enregistrer, mais c'était tellement chaotique et j'ai pas. Enfin voilà, donc j'ai préféré ne pas vous la mettre plutôt que de vous mettre un truc pas bien. Donc aujourd'hui j'ai un peu plus de temps et du coup je vais pouvoir le faire beaucoup mieux. Donc allez, c'est reparti. Donc bah, malheureusement, désolé encore cryptocurrency, je pense que vous savez ce que je vais vous dire. Pas de grande nouveauté, si ce n'est que, ah bah quand même, côté momentum, on a un petit quelque chose. Bon, après, moi honnêtement, juste à la sortie de cette zone de squeeze, je m'amuserai clairement pas à trader cette structure sur vente plus divergence. Mais bon, voilà, on va la noter, c'est-à-dire que je vais simplement la remarquer. Mais voilà, donc la bougie d'hier signalée en survente et aujourd'hui, donc théoriquement, la structure divergente qui viendrait valider. Donc dans les deux cas, on dirait un momentum plutôt positif. Alors franchement, je ne m'amuserai pas à trader ça pour les raisons évidentes. Hein, voilà. Ça me semble très très faible, pour ne pas dire pire que ça. Voilà, donc attention quand même, mais on va noter donc que malgré la tentative de sortie baissière du momentum, effectivement, il y a détection d'une divergence, elle est très légère du fait qu'effectivement le momentum a réussi à aller plus bas sans que les prix n'aient réussi à le faire. Donc l'algo a quand même détecté ça comme une divergence. Voilà. Dans tous les cas, il y avait la survente hier, ça c'est acté, c'est clôturé. Donc voilà, à voir ce que vous voulez en faire. Si vous décidez que ça y est, le marché est survendu et que vous voulez l'acheter, bon, bah, ça vous regarde. Moi, sincèrement, je préfère patienter. Donc toujours buy and hold sur ces scénarios-là. Je reste toujours acheteur spéculatif de l'Ethereum jusqu'à nouvel ordre. Et donc bah, j'attends peut-être une réactivation après cette survente flagrante du momentum. Est-ce qu'on pourrait pas du coup essayer d'aller péter des résistances? Ça me déplairait pas, vous vous en doutez. Mais en attendant, tant que c'est pas sur les cours, il n'y a rien à faire. Allez, on part sur d'autres marchés. Je fais un petit tour d'horizon. Encore une fois, j'ai rien préparé du tout. Donc on va vérifier tout ça ensemble. Alors, rebond des indices européens, surtout du DAX. Alors on va voir, mais ça doit peut-être être Deutsche Bank quand même qui après s'être bien fait dézinguer. On va voir si c'est quel secteur. On va voir DBK. Je vais juste voir si c'est une hausse sectorielle en fait. Ou ok, donc DBK aujourd'hui, ouais, 2%, donc c'est bien, ça aide à tirer un petit peu notre pote. Donc attention, hein, voilà. Donc je vais regarder aussi VW. Volkswagen, c'est quoi? Oh putain, je me souviens plus le. Volkswagen, c'est VWA. Voilà. Ok, donc Volkswagen, ouais, bon, c'est pas furieux non plus aujourd'hui. Me paraît bizarre quand même, 145, 149, ah voilà, 2,40%. Ok, bah oui, si je mets pas le curseur. Ok, donc effectivement, c'est rebond plutôt globalisé ce matin sur le DAX. On va aller regarder ça. Parce que quand le DAX est leader en zone européenne, c'est plutôt pas mal. Donc l'eurodoll, ah oui, ah voilà, d'accord, là je comprends beaucoup mieux ce qui explique cela. Les taux doivent bien monter également aussi, donc c'est cool. Ok, je pense qu'on peut valider un petit semblant de rebond en zone européenne, mais on doit déjà être sous des résistances. Voilà. Bon, vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin de voir les prix. Rien qu'à voir les mouvements, j'ai compris le délire. Donc, effectivement, rebond en zone européenne, mais on est déjà sur les objectifs. Donc, moi, je vais aller m'empresser d'encaisser un petit peu de DAX. Quoique, ça pourrait ressembler à une vague 3, ce qui serait pas inintéressant. Alors je pense qu'il faut sécuriser dans tous les cas, il y a une gestion du risque à faire ici. Tout simplement, pour moi, le schéma, on va dire harmonique, serait à peu près ça, enfin pas harmonique, pardon, le schéma Elliotiste serait donc soit abaissé ici et terminé, on reprend pour une cinquième vague de baisse, ce qui me semblerait en soi normal, hein. C'est-à-dire que là pour moi c'est hop, vague 1, 2, 3, 4 et 5, ça veut dire que normalement il restera un point bas à faire. Je vous rappelle que sur le DAX, on va le regarder, DAX Cash, donc là voilà, on revient chercher les zones de décrochage, les zones de gap. Certes, mais bon voilà, alors on va se remettre en daily, voilà, il n'y a pas donc de structure Iceland Reversal ici, hein, celle qu'on avait potentiellement identifiée sur le CAC 40, on va voir, hein, c'est en train d'essayer de valider, mais pour moi ça me semble encore très 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 fragile, donc à suivre, à voir si le CAC 40 signale d'achat ou pas. Moi, graphiquement, hein, quitte à acheter, je préférerais acheter du CAC qu'acheter du DAX. Maintenant, le DAX, sur un rebond technique, il est logique
qui prennent plus, étant donné qu'il s'est plus fait dézinguer. Mais dans la structure d'achat, si l'objectif est de vous dire on reste acheteur des indices, encore une fois, moi j'ai pris un biais vendeur sur les indices pour les raisons que vous connaissez, je peux très bien me tromper. Le cas échéant, évidemment, le plus intéressant, ça va être le CAC, puisque c'est lui qui n'a rien lâché. Regardez la structure daily, hein, si ça c'est juste un piège vendeur Iceland Reversal, derrière là c'est sommet historique direct pour le CAC, et ça va y aller vite, hein, c'est ça qu'il faut dire. Donc si c'est toujours haussier, cette histoire-là, ça va être très très intéressant, et je pense que le CAC, c'est celui qui a le moins de risques à acheter en l'état. Maintenant, bon voilà, à voir. Tout comme sur le DAX, je vais vous faire remarquer ça. Donc de gros gaps ici, qui étaient donc des gaps d'accélération. Les gaps qui avaient précédé donc l'élection de Macron, là, cet énorme gap complètement fou. Donc je noterai en fait ces zones-là. Moi je dirais le prix de Macron et le prix ici du gap d'éjection. Qui sont donc des niveaux extrêmement techniques. Le CAC 40, de toute façon, comparé au DAX, qui est un peu foufou, c'est le best du best pour faire de l'analyse graphique. Hein, le CAC 40, il n'y a rien de mieux que ça. Donc là, vous voyez que ça répond parfaitement sur l'ancien gap. Je pense que sur le CAC 40, l'objectif, c'est, je pense, d'aller retester le niveau de l'ouverture de Macron. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de potentiel éventuellement, mais c'est surtout que si ça retombe avant, c'est-à-dire si on rééchoue là sur cette petite oblique et que ça repart au sud, là pour le coup le CAC 40 va se prendre une dérouillée sévère. Parce que là pour le coup il tient beaucoup mieux que le DAX, même si le secteur du luxe est un peu fait dézinguer par là. Bon voilà, si ça retombe, pour moi CAC c'est ici, hein, c'est donc direction cette zone-là qui est l'équivalent du DAX, hein, c'est-à-dire les zones qu'on cotait là fin 2016, ces zones qui précédaient l'extraction, et encore une fois, hein, je vais en profiter pour reparler de ça. Mais petit clin d'œil à mes chers détracteurs qui adorent me faire passer pour un permabère. Ici, 2016, il y avait 2 cons en France qui achetaient des indices et j'en faisais partie. Hein, voilà. Donc, c'était dire que le permabère, non. Hein, c'est juste, moi, je trade un contexte. Et ici, tout le monde paniquait, tout le monde pensait que c'était la fin. Et ben maintenant, j'achetais les indices et je pensais qu'on breakerait ces zones-là sans aucun problème. On les a breakés. Le seul problème, c'est que moi, je suis repassé vendeur à partir de ces zones-là. Hein. À partir de ces trucs-là, je commençais à rechercher des ventes. Mais c'est là où les indices américains nous ont fait leur complète folie haussière. Mais oui, côté européen, hein, le scénario pourtant était très bien respecté. Hein. En fait, je devrais peut-être plus être un trader de CAC 40 qu'un trader de S&P 500 au final. Bref, parenthèse refermée. Donc, zone très technique pour le CAC 40 et pour les indices européens. Moi, honnêtement, hein, le CAC 40, techniquement parlant, me semble très intéressant. Beaucoup plus intéressant, en fait, c'est probablement le seul indice sur lequel j'aurais été OK pour faire des achats. Il y avait tout, hein, les signaux qui se préparaient, les prises de profit, les zones de target. On est juste allé chercher le gap. Bon voilà, je note ces gaps. Et le problème, c'est que généralement, le marché aime bien revenir chercher ces gaps et les combler. Si on est en vague 1. C'est-à-dire que normalement, là, pour moi, l'objectif technique, il se trouve plutôt en dessous, sur la clôture du gap. Voilà. Mais voilà, donc à noter ces gaps, on a la même chose sur le DAX, gap qui là n'a pas été revisité, et malheureusement en termes de structure de prix, j'ai tendance à penser que notre pote le DAX, effectivement il lui reste, c'était le plan annoncé, hein, rappelez-vous, revenir ici et dans cette zone-là rechercher des ventes. Donc moi j'ai acheté du DAX, hein, je ne vous le cache pas, un tout petit peu, j'ai pris 1 euro du point, hein, donc c'est vraiment pas la folie furieuse. Je pense que je vais probablement l'encaisser. Et puis juste me contenter de ce gain et point à la ligne. Mais voilà, ça me paraît pas inintéressant. On voit bien la structure de hausse A, B, C. On est dans la zone qui était recherchée. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance par là. Je pense que ça peut se construire un peu plus haut, c'est-à-dire attendre le contact de ce canal-là. Donc peut-être plus la semaine prochaine. Donc peut-être laisser le DAX évoluer là en fin de semaine et essayer donc de récupérer ce renversement euro-dollar, hein, qui je pense on va voir, hein, l'euro-dollar juste après, c'est le suivant dans la liste, voir si là on peut pas tirer un peu plus, hein. C'est-à-dire que là théoriquement il y a la zone de vente, il y a le signal, il manque sine wave, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Et je dirais donc dans ce cas-là, voilà, peut-être attendre, vu que du coup on est quand même dans des marchés qui veulent rebondir, je dirais attendre la confirmation sine wave, c'est-à-dire espérer que ça bloque un peu par là et essayer de choper donc le triangle rouge avec la confirmation sine wave me semble être un trade assez intéressant, ou alors essayer de jouer dans ce cas-là des rattaques baissières et des breakouts. Mais pour moi c'est un marché très mature, je vais encaisser mes DAX, hein, je vais aller le faire de suite d'ailleurs.
Hop, voilà qui est fait. Donc je prends tout, quitte à racheter, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, c'est gagné à peu près 250 balles, ce qui me permettra de financer des stops plus tard. C'était vraiment histoire de, quitte à acheter quelque chose, je préférais acheter de la zone européenne. Toujours très 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 négatif sur les visions des indices américains. Même si Apple hier a tout fait pour se ressortir de là, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça sorte la tête de l'eau. On va voir le truc, de toute façon, comme vous dites, tout tourne autour d'Apple. C'est un peu dangereux, donc pas trop de levier sur Apple. Moi, je renforcerai pas. Parce que je sens la tension augmenter très fortement. Je pense que les résultats vont être bons, en tout cas pas mauvais, mais je ne pense pas nécessairement que Wall Street va les payer pour autant. Voilà, pour information, il y a beaucoup de résultats de grosses capis américaines qui ont été pas mauvais, conformes, voire même très légèrement supérieurs au consensus. Le problème, c'est que ça a quand même été vendu. Donc on va voir, encore une fois, le chiffre sera important, mais ce qui est important, c'est la vision que va en faire le marché, pas juste le chiffre en lui-même, parce que je vous rappelle quand même que Apple, oui, probablement les chiffres vont être bons, mais parce qu'ils ont été gonflés artificiellement par des programmes de rachat d'actifs et des trucs comme ça. Donc il faut faire attention, si Wall Street veut regarder le verre à moitié vide, il y aura probablement tout ce qu'il faut pour le faire également. Donc faire très attention, un bon chiffre ne veut pas dire une hausse des prix d'Apple. Ça peut très bien monter en overnight, et demain matin, on rouvre cataclysme en bas, il suffit que les Chinois revendent, on va aller voir les Chinois juste après, parce qu'ils sont sur la médiane du range, et c'est pas... voilà, donc on traite la médiane du range, si les Shintok ici rejettent, ça veut dire qu'il n'y a pas de range, et si on retourne dans la partie basse, c'est pas bon. Et j'aime autant vous dire que si même Apple, bon résultat, mauvais résultat, si demain on se refait un -3, -4 à Shanghai, je ne vous raconte pas la tronche des indices américains à la réouverture, parce que Apple va se faire dézinguer. Voilà, donc il faut faire très très attention. Moi, je pense que c'est un coupe-gorge, c'est-à-dire que, évidemment, Apple, tout le monde pense que c'est haussier, tout le monde pense que ceci, pense que cela. Je pense que la valeur va se positionner sous la résistance pour jouer sa sortie, c'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce que ça chute aujourd'hui à Wall Street. Je m'attends juste à ce que, aujourd'hui, pour moi, haut de canal, sine wave, divergence baissière cachée, il y a tout ce qu'il faut pour que, bam. Mais voilà, problème, c'est qu'il y a un catalyseur majeur, qui est donc la sortie des résultats. Donc, moi, je ne vais pas renchaîner de nouvelles ventes, je vais garder ce que j'ai, ça me paraît pas mal. Je suis prêt à me prendre un gap à 230, ça ne me surprendra pas, c'est probablement par là qu'on va rouvrir. Si les chiffres sont bons, demain on est là, et puis ça pousse et ça va chercher le sommet. Le problème, c'est que si c'est pas bon, on réouvre là. On réouvre à 206 et ça va chuter très 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 fort. Et là, je pense qu'on ne s'arrêtera pas à 190. Là, je pense sans déconner, si on ouvre avec un gap baissier et des chiffres mauvais, c'est direction l'explosion, comme on a dit, c'est-à-dire l'implosion totale de la valeur. Et c'est direction la vraie grosse zone de volume, pas les 190 qui seront probablement qu'une étape pour démonter encore plus de stops. Moi, je pense que c'est direction 170 et je ne récupérerai pas de profit avant cette zone-là. Et je pense même qu'on ira peut-être plus bas. C'est les implications Apple, c'est hebdomadaire. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on voit bien où se trouvent les supports, ils sont bien là. Et je pense que sans grande peine, on peut aller leur dire bonjour. Donc ayez bien le contexte. Apple, on prend un risque. Alors je prends un risque mesuré, c'est-à-dire que si je me fais péter une nouvelle fois sur Apple, ce sera de nouveau une perte de 1000 à 1500 euros. C'est clair, ça va me faire 2 à 2,5% de perte en plus sur Apple, une nouvelle perte sur cette valeur. C'est pas grave. Si ça passe, par contre, je ne vous raconte pas le gain. Voilà. Donc on va voir le truc. Mais voilà, moi je veux être juste. Je veux avoir un confort avec une vente dans la zone qui rejettera, le jour où ça rejettera Apple, tout simplement parce que si demain on vient à ouvrir là, ici, je la cartouche Apple. Là, je lui recolle 200 ou 300 actions en plus, mais la différence, c'est que je ne prends pas un risque de dingo. Voilà. Alors que celui qui va attendre le gap demain matin, si on gap ici et qui vend et que le marché derrière rachète, il est foutu. Que moi, si je vends demain et que le marché rachète, je ne perds rien. Je me ferai sortir à break-even. Mais je préfère pas prendre un risque. Encore une fois, avec du levier, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, celui qui s'amuse à l'ouverture avec un compte à 50 000 euros, à l'ouverture, boum, ça gape à la baisse, il se dit c'est bon, c'est gagné, Phil avait tout prévu, hop, super, allez, je vends 500 actions d'Apple. Voilà, si ça remonte, vous prenez un -10 sur le compte et là, vous allez le sentir passer. Moi, en faisant pratiquement la même chose, mais en ayant géré mon risque dans la partie spéculative, moi, je risque pas grand-chose, c'est-à-dire je vais probablement me prendre 2% de perte et pas plus que ça. C'est le seul intérêt de la spéculation, encore une fois. C'est pas pour faire mumuse, c'est juste parce que derrière, quand on veut sortir le levier,
il y a plusieurs façons de le faire. Soit on prend du risque dans la partie breakout, c'est-à-dire on limite le risque que la position se passe mal, puisque quand il y a un breakout, normalement le marché est supposé suivre ce breakout. Donc il y a moins de risque que la position échoue, mais par contre, en cas d'échec de la position, la perte est considérable comparée à une perte spéculative. Moi, je préfère une petite perte plus souvent que des grosses pertes. Pour une raison très simple, mais vraiment très très simple, c'est parce que tout simplement quand on spécule, on mise sur le risque, alors que quand on trade en breakout, le risque c'est de se planter. Et en fait de se retrouver piégé par un marché qui vient juste vous déclencher un faux break. Et là malheureusement, ça arrive assez souvent. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense des ranges pour les indices, c'est très dangereux de jouer un breakout, parce que là, malheureusement, c'est le meilleur moyen de vous faire, mais prendre à contre-pied tout le temps. Et puis si en plus de ça, justement, vous voulez gagner de l'argent, c'est-à-dire vous voulez quand même trader pour quelque chose, et que vous avez recours à des leviers pour augmenter la volatilité de l'indice, ou de l'action, ou de peu importe ce que vous tradez, vous allez vous en prendre mais plein la tronche si vous rentrez dans un breakout qui se passe mal. Et ça arrive, le trading sur breakout, malheureusement, il y a pas mal d'échecs. Et voilà. Moi, je vous dis, c'est un biais naturel du trading, le refus de la perte. C'est-à-dire que la plupart des gens n'aiment pas échouer. C'est très humain, on n'aime pas avoir tort. Moi, je m'en branle d'avoir tort, ça me gêne absolument pas, puisqu'encore une fois, tout ce qui m'apporte, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai raison, et que quand j'ai raison, je sois confortablement installé pour pouvoir mettre des leviers sans prendre un risque débile. Voilà, allez, donc on va Eurodoll direct, voilà, donc, voilà, avalement haussier sur l'Eurodoll, ça c'est cool. Est-ce qu'on a eu du catalyseur aujourd'hui pour, je ne sais plus ce qu'il y avait en calendrier, mais peut-être que le marché price enfin les 2%, l'inflation supérieure à 2, 2,2 d'inflation hier quand même. Enfin, je trouve ça fou que l'euro n'ait pas pricé ça hier. Ok, balance commerciale AUD positive, on va aller regarder notre pote AUD-NZD, ça doit être pas mal. Des mauvaises stats GBP, mais ça c'est bien aussi, ça doit nous faire remonter un peu. Oh putain, c'est la journée GBP aujourd'hui, donc à 13h on s'en reprend une flopée. Ah oui, ou putain, d'accord, donc journée de BOE, et apparemment le marché commence déjà à payer ça. Ok, et de l'ISM, ok, des PMI, à voir ça, si ça déçoit, ça peut être intéressant. Mais donc voilà, bref, journée BOE, j'avais pas capté ça, donc journée Bank of England, donc voilà, Eurodoll, si ça clôture comme ça, il n'y a rien à dire, c'est juste très positif. C'est-à-dire qu'ici, marché sur vent, ça piège vendeur, avalement haussier, c'est ce qu'on appelle une piercing line, ou là tout simplement un gros doigt dans le cul. C'est juste là, tout simplement, je t'emmerde, je t'ai fait croire que c'était baissier, et puis bam, hop, je te reprends tout ça. Donc on repasse au-dessus des niveaux survendus, donc le signal est donc toujours viable, c'est-à-dire que, je vous rappelle comment on constitue un support. On le constitue avec la mèche basse si la bougie est survendue. Et si on n'arrive pas à tenir les clôtures sous ce truc-là et qu'on réintègre, tout simplement, c'est que le support est un petit peu plus large, et point barre, et on en revient donc à la même chose, c'est-à-dire que là, on va probablement valider la tenue de ce support, le double bottom sur l'euro-dollar, et revenir dans ce putain de scénario, après nous avoir fait chier pendant un bon moment pour rien du tout. Encore une fois, ça servait à rien d'aller aussi bas, mais on y était allé quand même. Donc à surveiller, Sinewave va pas tarder, je pense, à nous dire bonjour du point de vue acheteur, et c'est pas inintéressant, on voit bien la divergence entre les deux. De toute façon, ici c'est le signal de survente qui domine, on est dans la zone du canal de long terme, tout est là pour un achat qui donc nous ramène dans un premier temps dire bonjour ici, et puis je pense la cassure derrière, donc plutôt un truc comme ça à venir derrière sur ce schéma-là. Ok, donc retest de la ligne ici. Activation du double bottom, après je pense un retracement de type 50%, c'est-à-dire on vient là, on va probablement essayer de sortir un peu, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas jouer le breakout ici, et derrière je m'attends à un petit pullback comme ça, et voilà, construction comme ça, leading diagonale, et derrière, boum, on enfle comme il faut, c'est-à-dire probablement un truc juste comme ça, voilà, hop, là on vient, on constitue une vague 2, ici un piège à ne surtout pas vendre, et je pense derrière, boum, là on attaque l'effondrement du dollar. Quand je dis effondrement, on attaque les baisses, les phases vraiment baissières sur le dollar, puisque je pense que là, normalement, c'est surtout l'euro en fait qui va pénaliser le dollar. Tout simplement parce qu'il faut pricer cette putain de sortie de QE. C'est normal, nom de Dieu, que l'euro soit haussier. Alors ça fait des semaines que le marché va dans l'autre sens pour emmerder le monde, mais au bout d'un moment, moi, je dois choisir quel mouvement j'ai envie de suivre, quel mouvement j'ai pas envie de suivre. J'ai clairement préférence à suivre le mouvement haussier de l'euro-dollar. C'est pour ça que je spéculais en ce sens. Malheureusement, j'ai encore un prix de merde, c'est-à-dire
dire que cette année, hein, franchement, faut dire ce qui est. La spéculation, ça n'a pas été un grand succès. Puisque au lieu de... Normalement, moi, le job, quand je spécule, c'est d'essayer d'avoir un prix d'entrée là, le plus proche des meilleurs prix. Bon, là, faut dire ce qui est. Euro-yen, je me suis bien planté. Pareil, j'ai eu des prix très moyens en spéculation. Euro-dollar, au final, même chose. Donc voilà, je ne vais pas avoir des prix très attractifs, mais quand même des prix spéculatifs. Hein, ce qui fait que donc ici, je vais rester sur les positions spéculatives. Pour moi, le levier, ça se mettra probablement que par là. Donc peut-être des petits renforts là dans ces phases de hausse. Mais des renforts ponctuels, et je dépasserai clairement pas 4 sur 5 ici, c'est-à-dire que si je dois mettre un peu de levier sur l'euro-dollar, ça va être de façon très ponctuelle, et clairement j'encaisse tout sous les résistances, hein, à chaque fois, je ne laisserai pas de levier filer dans l'euro-dollar, je ne le vois pas non plus partir comme ça, hein, voilà. Donc je pense qu'on va accumuler sur cette paire-là, avant peut-être donc plutôt l'année prochaine d'avoir une vraie tendance, un vrai scénario tendanciel sur l'euro-dollar. Comme toujours, malheureusement, je vous montre des vagues. Faites attention, moi ce qui m'intéresse, c'est la psychologie de construction des prix, pas le timing. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faudra acheter en mars 2019. Ça ne veut absolument pas dire ça. Je veux dire, j'aimerais voir ce schéma de prix se construire. Voilà. GBP, allez, on regarde, même chose, gros avalement haussier, c'est propre. Ça me fait un peu chier, hein, parce que du coup moi j'avais quand même tenté mes intraday là l'autre jour, je me suis tout fait chasser, bon c'est con, j'aurais bien aimé les avoir en plus ceux-là. Bon, même chose, hein, là aussi, la structure, ici on aurait dû s'arrêter théoriquement, mais on a enflé un petit peu et puis on invalide donc tout ça aujourd'hui, des avalements haussiers, c'est puissant, je pense que GBP USD, il faut y aller, il faut y être. Donc même chose, là aussi, structure double bottom, donc là j'attends un petit peu le même genre de structure, donc à savoir, on vient ici, on déborde, on vient chercher le haut, il n'y a pas de canal, hein, du coup, attendez. Hein, voilà, donc on vient chercher, je pense, la partie haute, on déborde pour activer un peu ce truc-là, on fait rentrer les gugus ici, hop, évidemment, on pull back. Même chose, hein, je m'attends, voilà, donc des structures un petit peu comme ça, tac, voilà. D'accord, c'est-à-dire construction d'une tendance, et là, ici, après, à terme, la phase leveragée, là où il faudra être avec du levier dans la tendance, mais là, dans un premier temps, donc les phases de spéculateurs, on renverse le marché, on renverse la pression, et ici, plus personne ne vend, et là, pour le coup, on ira chercher les targets sur le GBP. Donc là, lointain, hein, mais toujours, ça y est, je pense que les spéculateurs arrivent enfin à limiter le marché, ça veut dire qu'il y a enfin des gens qui prennent des décisions dans ce marché, et qui arrêtent de simplement suivre et regarder ce qui se passe. Donc c'est bien, ça fait du bien, hein, parce que ça fait des semaines que moi je regarde le marché et je me dis, bon allez, toujours les mêmes moutons qui suivent les tendances stupides comme ça, hein, vous voyez, quand vous avez ce genre de truc, en gros, personne ne prend de décision, personne ne trade. Tout le monde attend qu'on sorte du canal. Mais le problème, c'est que quand vous êtes à ce stade-là, impossible de savoir qu'on va faire ça. Ça, c'est des mouvements algorithmiques, hein, tout simplement. C'est le marché est programmé pour aller chercher cette zone. Et il lâche rien tant qu'il n'y est pas arrivé. Et évidemment, tous les spéculateurs qui essaient de se foutre en même temps, qui essaient de se foutre là-dedans, vous vous faites racler patiemment, mais comme ça. Voilà. Donc, heureusement, là, il fallait de la patience et pas de levier. Hein, parce que je vous rappelle, malheureusement, quand vous êtes face à ce genre de marché, ce n'est pas des marchés tendanciels. Ça ne traduit pas une tendance, ça traduit juste moi, j'appelle ça les lessiveuses. Voilà, c'est la lessiveuse à spéculateur, c'est-à-dire que c'est la spéculation qui fait baisser le marché. Évidemment, dans ces structures-là, plus le marché baisse, plus les spéculateurs achètent, c'est-à-dire les imbéciles de spéculateurs pyramidalisent ce truc-là, c'est-à-dire le mec, il achète là, il dit bon, c'est pas grave, allez, bam, je renforce un peu ici, les prix sont plus attractifs, puis je renforce un peu là, puis je renforce un peu là. Le mec, au bout d'un moment, il a la tête complètement sous l'eau, et puis évidemment, là, le marché, de temps en temps, pouf, il vient, il te fait une petite mèche, il racle tous les stops, et puis c'est terminé. Bon, là, on n'a même pas eu droit à ça. Mais voilà, là, tout simplement, face à ça, il y a une seule stratégie à adopter si vous voulez trader intelligent, c'est de dire, ok, je suis en train de me faire enfler, je renforce surtout pas les positions, j'écarte les stops, je prends une perte partielle s'il faut, mais il faut repousser ces stops. Dans des marchés comme ça, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait sur GBP. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont flippé. Et je vous ai vu, hein, je vois vos messages, je vois vos mails, je sais... Je reçois vos informations. Il y en a beaucoup qui se sont posés des questions sur le scénario GBP. Moi, je n'ai pas bougé d'un poil. Hein. Voilà. C'est l'intérêt de ne pas se mettre avec des leviers trop vite, de ne pas renforcer trop vite ses positions, se laisser une marge de manœuvre. Évidemment, ceux qui avaient renforcé ou qui avaient utilisation du levier à ces stades spéculatifs, vous êtes probablement fait niquer, mais tout simplement parce que vous vous êtes mis dos au mur et que on vous a pressé contre ce mur jusqu'à vous écrabouiller. Hein, voilà. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que quand on spécule, on garde toujours ces marges de manœuvre, elles sont obligatoires. Donc voilà, pas de souci, GBP pour moi ça confirme. Le problème c'est que évidemment ici, tout comme pour notre cher pote l'euro-dollar, j'ai des prix de merde encore une fois.
C'est-à-dire qu'en spéculation, je dois avoir un prix moyen à peu près par là. Donc je suis toujours dans le rouge, moi, sur GBP, là. Mais encore une fois, ça ne me gêne absolument pas. Voilà, donc mon prix me revient moyen à peu près là aussi. Donc très mauvaise gestion de la spéculation. Enfin, pas très mauvaise, non, on va dire moyenne. Voilà, j'aurais pu faire pire, hein. C'est-à-dire que j'aurais pu me retrouver avec des achats là-haut. Mais bon, voilà. Donc j'ai des achats, a priori milieu de range encore une fois, donc pas très bon travail. Ce qui veut dire surtout que je ne m'amuse absolument pas à renforcer l'avalement haussier ici. Ça me permet de respirer. Ça veut dire que là maintenant les mecs ont fini de faire les couillons à la baisse. C'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, attention, c'est pas le moment non plus de se dire allez chouette avalement haussier, on y va full levier. Non, non. Voilà. Donc je reste levier maximum spéculatif. Et je ne touche absolument rien à tout ça, je ne remettrai pas d'achat. Tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le levier spéculatif. Hop, ici, je vais en encaisser 50%. Et là, pour le coup, je remettrai des premiers leviers. Je commencerai à augmenter un petit peu l'exposition. OK ? Donc le schéma est ça, c'est de dire malheureusement, oui, j'ai joué ce trade spéculatif, oui, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'essaie de rentrer dans le GBP, j'ai des prix qui ne sont pas fantastiques au final, mais ça va quand même procurer un gain. Voilà. Moi, c'est tout ce qui compte, le gain, et j'aurais aimé faire mon métier un petit peu mieux, normalement, je suis quand même meilleur que ça, mais là, c'est vrai que le marché est quand même assez chiant, assez piégeux, et puis il fait tout pour vous racler. Le swing en ce moment, qu'on ne se leurre pas, c'est franchement pas le plus facile à faire. Le marché fait tout pour vous faire douter. Je suis conscient du danger dans lequel vous mettez si vous êtes en train de commencer le swing aujourd'hui. C'est très très compliqué. Vous allez douter tout le temps parce que le marché fait tout ce qu'il faut pour maintenir cette pression constante et on va dire comment on appelle ça déjà, le doute, non. Enfin, en gros, ça fait tout pour maintenir un niveau de doute qui va être suffisant pour vous faire changer de scénario un peu tout le temps. C'est là où on verra, moi, certains disent que souvent, je suis un peu trop têtu. Non, moi, j'appelle ça juste être un spéculateur. C'est comme ça. Un spéculateur ne doit pas retourner sa veste. Il doit juste gérer son risque. C'est-à-dire que je prends constamment des risques, mais ce que je dois faire, c'est qu'il reste géré de façon intelligente. Voilà. Le problème, c'est qu'un spéculateur, quand il passe en zone rouge, qu'il rentre dans le déni de la perte, des trucs comme ça, c'est fini, c'est vraiment fini. Moi, ça m'arrive pratiquement plus, ces trucs-là. Ça doit m'arriver encore, d'être un petit peu trop agressif par rapport au positionnement des curseurs, mais bon, généralement, quand même, ça se passe pas trop mal. Et même si, effectivement, le marché pourrait me faire douter, je doute rarement, je ne fais que gérer les risques. Euro-yen, du coup ça doit rebondir et on va voir si je sors de ce... Non. Non. Alors que me dit Momentum? Ah merde, bon si, là c'est pas cool. Alors c'est un peu plus gênant Euro-yen, je sais pas comment je vais le gérer celui-là. Ce que je vais faire c'est que je vais y abaisser les stops. Parce que j'ai pas de levier sur celui-là donc ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas trop. Donc je sais pas, mais je pense, je vais mettre stop break-even là-dessus, puis je vais laisser faire. Ça me ferait chier, honnêtement, de ne pas récupérer un gain là-dessus, parce que je rappelle quand même, là aussi, en termes de patience, la patience que ça m'a requis sur l'euro-yen, toute cette partie-là qui s'est passée parfaitement, et puis tout ça, là, de complète reprise baissière, de reprise haussière sortie de nulle part. Donc on va voir, je pense que l'euro va être recherché, mais je pense quand même que le pot yen va l'être également. Donc la question c'est de savoir qui de l'euro et qui du yen va monter le plus vite. Et j'ai toujours tendance à penser qu'il nous reste une petite phase de baisse sur l'euro yen, toute petite, je dirais, voilà, pour venir un petit peu plus bas là. Voilà, chercher cette zone de volume. On va le refaire en fixed range. Pour bien chercher la zone qui m'intéresse. Donc voilà, hop, la première phase de hausse ici. Je pense que c'est dans cette zone-là qu'on va revenir chercher notre volume. Je veux juste... Voilà, le volume profile ici. Et je dirais que ça, ce serait une bonne target pour récupérer du gain sur euro-yen. Essayer de voir si on peut glisser un peu dessous. Ce ne serait pas inintéressant pour ma part. J'aimerais bien voir le marché vraiment glisser un peu là-dessous. Ce serait bon signe. Donc je dirais ça. Et si ça peut passer, dans ce cas-là, essayer d'aller jouer le breakout sous les supports. Et là, ce serait très intéressant d'aller pouvoir jouer cette zone-là en break. Et dans ce cas-là, récupérer le gain sous cette zone-là, dans le canal majeur. Là, moi, c'est ce qui me semble le plus... c'est peut-être pas récupérer le gain là, mais en tout cas, ici, peut-être rabaisser à nouveau le stop. C'est-à-dire, quand le marché vient taper là, j'abaisse le stop en win au-dessus de cette résistance, ou la résistance qu'on aura formée. On peut très bien continuer de monter un peu, ça ne me gêne pas. Mais j'aimerais bien qu'ici, le marché tergiverse un petit peu et enfonce. Voilà, enfonce bien en vertical.
viennent chercher ce support-là majeur dans le canal. Et ici, effectivement, là, par le coup, il y a vraiment un TP à faire sur le schéma euro-yen. Je vous rappelle, normalement, bam, pullback vague B qui reviendra chercher quasiment les prix d'entrée. Donc pour ma part, ici, ce sera un TP total et je revendrai derrière après une phase de conso. Donc une phase donc de forte performance de l'euro par rapport au yen. Mais d'abord, je pense que c'est le yen qui va exploser. Je pense toujours que Wall Street va se prendre une vague de plus. On va en parler juste derrière. On va finir le Forex. Ah merde, bah, ça je suis surpris. AUD-NZD, normalement ça aurait pas dû baisser. Alors on va regarder ici en daily. Quelle est cette structure? Oh putain, c'est le foutoir AUD-NZD. D'accord, c'est un merdier pas possible ce truc. Il n'y a plus de. Bon, c'est bizarre. Normalement ça devrait réinstaller une tendance et là ça fléchit. Ok, take profit. D'accord, donc je dirais que c'est assez gênant. On va dire que le schéma ici est terminé, c'est-à-dire la première impulsion est terminée d'un schéma assez spécial. Ça m'étonne qu'on ne vienne pas, donc je pense qu'on va ranger à plat ici avant le décollage. Donc l'objectif va peut-être être de dire on va ranger ici et après hop, attendre le décollage. Donc là UDNZD, je pense patience. Le problème c'est que là en daily on termine une oscillation haussière. Je dirais une petite gestion du risque à faire, mais je m'attends à ce que normalement, vous voyez le messier ici, essaye de rebaisser et puis d'un coup, boum, trouve l'accélération haussière et génère donc les breakouts. C'est là où normalement on devrait casser les cycles. C'est-à-dire je m'attends à ce que Sinewave retrace un peu ici, peut-être jusqu'à la neutralité, et puis derrière, boum, on part à la hausse et on casse le cycle vendeur. C'est-à-dire les vendeurs essayent, ou on le passe à plat ce cycle, et effectivement derrière, boum, on repart toute balle haussière pour aller chercher donc ces zones-là où là il y a des breaks. Là vous voyez, canal de long terme plus canal de court terme dans la même zone, c'est clairement dès qu'on vient là, bam, le marché défoncera probablement tout ça à la hausse. Je l'espère, c'est toujours mon scénario. Sinewave est à la hausse, on a bien survendu le momentum, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, la même chose ici, ça survend là, on tente de percer pour prendre les gens pour des cons, et bam, on se réinstalle au-dessus de la survente très vite. Donc je pense ici, support, et tant qu'on reste au-dessus de ça, pas d'inquiétude sur la partie AUD-NZD. Donc je dirais constitution, et là, travail d'un gros support. On peut rester là-dedans pendant un moment. Ce qui m'importe, c'est que derrière, on arrive à s'extraire de façon positive de ça. Donc je dirais un peu de patience là-dessus, mais c'est vrai que je suis un peu surpris avec les bons chiffres AUD, qu'on n'ait pas eu une extraction haussière pendant la nuit. L'USD MXN, même chose. Je pense que celle-là, après avoir bien fait n'importe quoi, elle va se ratatiner, mais alors cordialement, parce que ça, encore une fois, je ne comprends pas le schéma. C'est parce que c'est très impulsif et les catalyseurs là-haut, bon. Ouais, voilà, 5% sur du Forex en 3 jours, ça n'inquiète personne. Ok, Fitch révise à la baisse, blablabli, blablabla. Ouais, bon voilà, enfin, ça imprime du papier, c'est-à-dire on fait parler les gens. Bon, moi je reste à la vente sur ce truc-là. Là encore, je vais avoir un prix de merde. Je vais attendre ici une confirmation pour remettre un petit peu. Là j'ai pas 3 sur 5 là-dessus, mais je vais le passer. Donc là pour l'instant 2, mais je pense que sérieusement là dans les prochains jours je vais passer à 3 sur 5. Reprendre un renfort, donc faire remonter mon prix de spéculation à peu près par là. Donc encore une fois, sale boulot, c'est-à-dire que je vais m'être mal débrouillé, je vais encore avoir la médiane du range, mais tout ce qui m'importe ici, c'est les breakouts baissiers, et c'est à cette zone-là où je pense qu'on va se diriger vers des zones beaucoup plus basses. La même chose, vous voyez, canal de court terme sur le canal de long terme, belle zone à breaker. Je pense que le marché ici installera une très belle tendance baissière, mais et encore une fois, il va falloir finir le range d'abord. Et donc, pour ma part, des renforts à prendre, mais pas tout de suite. Je vais attendre des confirmations. Donc pour l'instant, un prix de revient pas génial au génial. Et je m'inquiète pas plus que ça, mais bon, je comprends encore une fois toujours pas la violence de ce marché à vouloir absolument démonter du spéculateur. Voilà pour la partie Forex. NZD Yen 1,44. Putain, c'est incroyable cela. Donc NZD Yen, même chose. On va arriver sur la structure où ça me plaît beaucoup. Donc le marché va probablement tenter le breakout pour les vilains spéculateurs. Donc je m'attends à ce que ça déporte un petit peu. Je laisserai peut-être monter le NZD quelques jours. Par rapport au yen, j'aimerais bien que ça monte pas par rapport à la UD par contre. Et voilà, donc je dirais hop, ça monte un peu. Probablement on va essayer de chasser quelques stops ici, venir chercher le canal de long terme. Donc je dirais là un peu de patience. Cette semaine, le prix du canal c'est là et là. Ok. Donc voilà, je dirais ça et attendre. La semaine prochaine, évidemment, ça va s'abaisser. Vous avez compris le principe, ça va descendre. Donc je pense attendre qu'on vienne dire bonjour dans ce canal-là et derrière, boum, le gros carton. Et là, ça va aller fort aussi.
Encore une fois, malheureusement, hein, la spéculation en ce moment, elle n'a pas été très bonne. Mes prix de revient moyens sur la UDN, sur la NZDN sont là. Donc c'est quand même pas fantasmagorique. Là aussi, hein, des médianes de range, donc des mauvais travail, enfin un mauvais travail de spéculation. Euh, mais voilà, bon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là c'est dû, alors par contre 5 sur 5, non on n'a pas mis à jour ce truc là, je suis à 4 sur 5 là-dessus, mais j'avoue j'ai un peu de levier et ça me casse les couilles. Donc c'est vrai que va falloir que je réduise les NZD là, je vais aller faire ça de suite. Ouais, parce que surtout les 1,40 là ici, ouais. Hop, voilà, donc une petite perte spéculative ici. Moi, malheureusement en perte, hein, mais je suis obligé de prendre. Là où j'ai été un peu stupide, c'est que j'aurais mieux fait de la prendre hier, hein, cette perte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas géré, là j'ai pas fait mon boulot comme il faut, hein. C'est clairement une erreur de gestion du risque. J'aurais dû le faire hier, hein, vous voyez, hier en positif ou à break-even, réduire un peu le levier. Bon là malheureusement du coup je suis obligé de le faire aujourd'hui sous une résistance, j'aime pas trop faire ça mais c'est comme ça parce que je pense que cette résistance va céder. Donc je m'attends à des constructions haussières à mettre en place là dans les prochaines semaines. J'ai absolument aucun rythme de marché, mais je pense qu'ici, alors si ça rebaisse, il n'y a pas de souci, je remettrai du monde ici sur les breakouts. Il n'y a que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je m'attends à voir ce marché probablement essayer de déborder la zone hein, après un quadruple bottom. Je ne serais pas surpris qu'ici on vienne dire bonjour au canot de long terme. Par contre, je m'attends à ce que ce canal ici reste très fortement résistant. Donc dans ces zones-là, hein, évidemment, que les moindres signaux, je vais les dézinguer allègrement. Mais pour l'instant, voilà, je dirais un peu de patience parce que ce marché semble ne pas vouloir. Hein. On voit bien ici le volume qui est venu pour bloquer. Tout techniquement indiqué la baisse. Et là, en fait, volume et prix qui repartent à la hausse. Structure exit. J'aime pas trop ça, donc je réduis le levier clairement dans l'attente de la fin de formation de ce range. Maintenant, bon, voilà, pour l'instant, j'ai des prix qui ne sont pas fantasmagoriques. Alors, je suis un peu plus haut que ça, je l'ai vu. Hein, voilà, je suis à peu près par là. Mais bon, ça reste très mauvais hein, en termes de spéculation, puisque je pense qu'on va aller chercher des prix plus hauts là-haut. Donc peut-être je remettrai un tout petit peu de levier là-haut éventuellement, mais il faudra que les signaux soient vraiment intéressants. Évidemment, hein, si ça retombe, je vous dis, je n'hésiterai pas à remettre une cartouche là-dedans. Mais pour l'instant, voilà, d'un point de vue hebdo, je ne comprends pas la nécessité de stabilisation sur ces prix. Mais voilà, on peut faire comme la dernière fois, c'est-à-dire un petit bruit sur cette zone-là, parce que la Banque centrale utilise ses réserves de change, ou Dieu sait quoi, pour maintenir le niveau, mais je pense qu'à terme, ça va lâcher. Hein, donc c'est ici et c'est cette zone-là qui m'intéresse, c'est ce mouvement qui m'intéresse, c'est en vue de ce mouvement que je spécule, mais toujours l'incertitude liée à la spéculation qui est que malheureusement, il faut laisser suffisamment de marge au marché pour, avant d'exprimer ce breakout. Regardez, tout simplement à l'époque, si vous prenez cet exemple-là, dites-vous que ici le marché était d'abord venu chercher cette zone-là avant de faire ça. Hein. Donc là, on peut très bien avoir la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si ça monte là, je dois accepter ça dans ma gestion du risque, que le marché puisse faire ça avant de venir déclencher le breakout. Hein. Donc beaucoup de prudence, surtout que là, voilà, on a le marché qui va essayer donc, de soutenir dans cette zone, ce qui semble normal, hein, puisque si on dézoome, voilà, quand même. Mais il me semble que normalement ici, c'est un bon marché de range, donc tout simplement, ce canal-là n'a pas de volonté à bloquer les prix. S'il y avait une tendance, effectivement, ici, on aurait du soutien. C'est un peu comme là, hein, vous voyez, à l'époque, ça n'a pas freiné le marché, ça ne l'a pas du tout empêché de s'exprimer à la hausse, tout comme je pense ici, ça ne nous empêchera pas de nous exprimer à la baisse pour revenir côté ces zones de prix. Voilà. Allez, côté indice américain, on va essayer de voir si je peux tirer quelque chose aujourd'hui en intra. Ok, même chose, voilà, on arrive sous les zones résistantes en 2 heures, donc ça me paraît intéressant, il y a du volume, ça va bloquer probablement par là aujourd'hui vers Wall Street, donc je m'attends à des petites hausses, de la spéculation là-dedans, moi je vais reprendre des ventes à Wall Street, et après on voit, et après du coup c'est Apple qui décidera du sort du marché. Dans la structure de prix, hein, pour moi elle est bien claire et nette cette structure, alors ça c'est juste une régression linéaire hein, que j'ai mis, c'était pour voir si on était toujours dans des écarts types plutôt standards, hein, et donc comme on voit pour l'instant le risque est bien à la baisse, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort des écarts types c'est toujours par le bas, et il me semble que tout simplement ce marché a du mal à trouver des acheteurs malgré ce qu'on aimerait vous faire croire. Donc à surveiller, moi je pense qu'on est en train de jouer des structures de retracement, c'est-à-dire dans cette zone 61-76,4, des belles ventes à jouer pour jouer donc tout simplement une structure
Alors j'aurais peut-être plus haut, moi je dirais peut-être là, parce que comme on rentre dans le domaine de la une, hein, on le voit bien, là on s'est bien installé dedans, donc le schéma me semble être celui qu'on appelle donc une leading diagonal. Ok, hop, 1, 2, 3 et la 4 qui vient rentrer dans le domaine de la une, et donc normalement la 4 vient chercher une résistance de la une, d'accord? Donc on va voir, et la 5 normalement qui sera juste légèrement plus courte. Donc je pense que le Nasdaq, on n'aura peut-être pas la bérésina complète que j'espérais. Le fait qu'on soit re-rentré dans le domaine de la une, là, alors soit ça rejette direct, hein, Nasdaq, si ça rejette direct à la baisse, ça va, on pourra considérer ça à la limite comme un overlap, mais bon, voilà, on va le voir en daily si ça... Oui, voilà. Si en daily aujourd'hui on ne tient pas à la clôture, hein, je dis moi l'overlap je l'accepte tant qu'on ne clôture pas. Voilà, c'est-à-dire que là c'est grosse mèche basse, là c'est mèche haute. Si aujourd'hui on refait une nouvelle mèche et qu'on n'arrive pas à installer de clôture dans cette zone de prix, je considère l'overlap 1-4. Hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là on aura bien vague 1, 2, 3, 4. Et là on pourra se faire une belle 5 étendue. Hein, voilà, et là la 5 qui fait bien mal au cul. Qui ne sera pas impossible du tout à voir. Le problème c'est que la 3 est plus courte que la 1, donc normalement c'est pas voilà, c'est pas très très bon signe. Ça annonce que normalement notre Nasdaq, s'il se prend une cinquième vague, elle doit être plus courte que la 3 dans un schéma Elliotiste. Voilà. Le problème c'est que comme là, moi je vous dis l'Elliott j'aime bien, ça projette, ça vous donne un coup en avance un petit peu entre guillemets. Mais faut être conscient que là, tout tourne autour d'Apple, qui est une grosse bubule, qui est une grosse pattern psychologique. Donc attention à pas trop utiliser non plus l'avantage cadre technique là-dedans. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire attention quand même à ces ventes si on joue des ventes sur la partie Nasdaq. Mais je pense que voilà, selon la dérouillée que prendra Apple, ça peut aller beaucoup plus bas sur le Nasdaq. Je vous dis chasser les stops. Et dans ce cas-là, la structure Elliotiste sera anormale, hein, c'est-à-dire une vague 3 qui sera la plus courte. Mais on s'en fout. Hein, voilà. Moi, je ne vois pas en quoi ça empêche le marché d'aller à une zone, hein, qu'une vague soit plus courte ou Dieu sait quoi. Jusqu'à preuve du contraire, Elliott, c'est un cadre technique, mais c'est tout. Hein, voilà, ça ne va pas au-delà de ça. Donc, à surveiller la séance aujourd'hui à Wall Street. Moi, ça m'intéresse, savoir si donc ça vend direct. Hein, la structure est bien là, A, B, C. On a bien les deux vagues de hausse. Ici, il y a tout pour que ça reparte direct vert. Je vais surveiller les signaux donc cet après-midi en 15 minutes. Dans ce contexte donc de recherche de vente du Nasdaq. Pour l'instant, c'est plutôt compatible. Donc ici, un signal bear non validé. Hein, le momentum ne confirmait pas ici. Donc un faux signal, le marché continue, enfonce la première résistance, c'est normal. Hein, dans une consolidation, le marché doit casser une résistance, mais il doit juste buter sur les suivantes. Donc moi, ça me semble intéressant. Hein, vous voyez, là, hop, au contact cet après-midi, donc des doubles canaux, d'essayer de voir le canot de vente, les deux canaux de vente, essayer de trouver donc un signal de vente. Momentum est déjà bear, j'attends donc de voir si sine wave le devient. Si c'est le cas, eh ben pour moi, ce sera un short à Wall Street cet après-midi. Et c'est tout ce que je fais. Aujourd'hui, je ne vois rien d'autre à faire. Restez soft sur le Forex parce que demain il y a le NFP. Restez soft sur les actions. Pas de levier hein, sur la position ici parce qu'il y a Apple et que malheureusement c'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper. Donc c'est un pari 50-50. Et il faudra prendre un risque et que face à ce risque, si vous mettez un levier, vous êtes juste complètement fondu du bulbe. Et moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous. Alors, gold, évidemment. Reversal également. C'est assez amusant. Hein, voilà. Donc là aussi, la tendance zombie du dollar qui s'est faite démonter allègrement d'un coup. Bon, bah voilà, hein, ça sort. Et puis, maintenant qu'on y est, c'est fait. Moi, je suis toujours là-dedans. Hein. De toute façon, j'ai rien fait sur le dollar, j'ai rien changé. Pardon, j'ai rien fait sur le gold, rien changé. Donc, je reste à l'achat. Et ça me va très bien pour l'instant. Je pense que cette fois, on va se diriger vers des jolis breakouts. C'est-à-dire, là, cette fois, on revient chercher le canal. Et hop, on y va. Et on va chercher 50, voire 61. Les zones un peu plus supérieures. Donc, là, pour moi, tout indique Wall Street dans la merde. Hein. Donc, on va voir. Hein, mais les taux qui se réorientent à la hausse... ça ne va pas plaire à Wall Street. Le dollar qui va se mettre à consolider, ça ne devrait pas plaire non plus. On va voir. Voilà, ils ont Apple et ils ont le NFP demain pour essayer de les sortir de là. Mais moi, je ne vois pas... voilà. Vu les niveaux techniques et la réaction initiale qu'on a, à condition que les clôtures ce soir tiennent, je ne vois pas ce qui, sérieusement, pourra invalider ça. Mis à part, je vous dis, une énorme surprise sur Apple. Et je pense qu'Apple va juste taper dans le consensus. Et la question va être de savoir juste comment le marché va interpréter ça. Par contre, si ça tape en dessous, alors là, c'est juste... toutes les chances sont pour que ça bérésine. Hein. Et on va y aller de façon très simple. À Apple, les prévisions des analystes ont été considérablement augmentées ces derniers jours. Combien ils attendent maintenant
Ouais, on attend. Ah non, bon. Mais j'ai vu ça hier, donc on était à 2,75 il y a une semaine. Apparemment, ils étaient à 2,81 ce matin. Donc ça rehausse encore plus les objectifs sur Apple. Donc on va voir hein, si ça surprend le consensus, alors que le consensus a augmenté ses espérances au dernier moment, c'est que c'est vraiment ultra boule, et il sera logique, je pense, dans ce contexte, de se faire péter les dents en tant que vendeur. Maintenant, si ça rate le consensus, là c'est banqueroute. Hein. Là pour le coup, ça va cartoucher sévère. Hein. Et Apple, je vous dis, je ne serais pas surpris qu'on fasse du moins 10, moins 12 en gap, rien que sur la partie gapée. Et derrière, enfiler encore plus. Hein. Donc il faut faire attention. Je vous ai dit, la structure de prix est extrêmement piégeuse sur Apple, mais tout le monde va vouloir que ça se passe bien. Là, il faut être clair. Ça peut être juste un piège vendeur. Hein. Je vous dis, on vient ici, les acheteurs viennent et ça dégrouille. Si ça dérouille, je vous dis, c'est direct le canal de long terme, c'est-à-dire ici. Et il ne faut pas déclencher ces stops-là. C'est-à-dire que moi je vous dis Apple, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir mis des stops là, hein. Les stops sont sur le sommet historique. C'est-à-dire qu'il faut qu'Apple ça gap et il faut que ça tienne des clôtures ici. Je ne mets pas de stop loss moi sur Apple. Hein. C'est-à-dire pas de stop au marché. C'est le meilleur moyen de vous faire dézinguer sur des petites mèches à la con. Hein. Donc non, moi Apple, c'est si ça tient des clôtures en sommet historique en 2 heures, ok. Pas de souci, je lâche mon stop, je salue gentiment mes opposants et j'attends le prochain timing pour leur mettre une quenelle et un jour ça finira par passer. Pour l'instant, on verra et je jugerai donc ce soir en fonction de tout ça. Et surtout demain en fait, parce que je vous dis ce soir ça peut être volatile. On sait que l'action est tendue, s'il n'y a pas de consensus, ça peut balayer au nord, au sud et demain vous saurez absolument rien de ce qui va se passer à l'ouverture. Donc attendre l'ouverture Wall Street demain. Pour voir un peu comment le marché digère ça. Si le chiffre, je vous dis, est proche du consensus, parce que dans ce cas-là, ce sera en gris, en demi-teinte, et il va falloir voir de quel côté le marché regarde, verre de moitié plein ou verre à moitié vide, et je ne sais franchement quoi vous dire. Moi, je sais que VXN, tant qu'il n'est pas à 40, je fais que dalle. Voilà, hein. Je pense que pour moi, tant que le Nasdaq n'a pas complètement vrillé au-dessus du niveau précédent, je ne vois pas de raison de s'arrêter. Donc je pense que VXN, il va se prendre une nouvelle cartouche à la hausse. Une fois qu'il a dépassé 40, je lui fous la paix, le Nasdaq. Mais vraiment, hein, je lui foutrai la paix pendant 2 trimestres, et derrière, je lui recollerai une cartouche en 2019. Mais là, je vais lui foutre la paix. Toute la fin de l'année, je le laisserai remonter. S'il veut, il n'y a pas de souci. Je l'achèterai clairement pas. Mais je suis prêt à laisser le Nasdaq tranquille et tous les indices tranquilles et probablement même du coup acheter du CAC ou du DAX pour des petits retracements éventuels. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Alors, question, non, mais je vais les faire très rapides les questions parce que j'ai pas envie d'y passer 3 heures. C'est là le petit va pas tarder à se réveiller et on n'aura pas le temps de faire d'intraday ce matin. Je suis désolé. Hein. Alors, un atelier sur Air France, un peu tard, parfait pour du trade de breakout. Alors, je t'invite à me reposer ta question, Julien. Avec plaisir, j'y répondrai, mais aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Comment on fixe nos targets? Alors la target normalement est fixée par le contexte, c'est-à-dire que dans ton contexte tu fixes ton stop maximum, le niveau au-delà duquel ton contexte est complètement invalidé, il est impossible de tenir le stop plus loin que ça. Tu dois avoir une limite de contexte, c'est-à-dire le prix maximum auquel tu prends tes gains parce que c'est ton objectif de trade en contexte. Et puis après, sur ton cadre technique, sur ton time frame local, tu vas gérer ton risque avec les signaux, c'est-à-dire que tu vas avoir des zones techniques. Quand tu arrives sur ces zones techniques avec des signaux vendeurs et que tu achètes, tu gères ton risque. Tu prends 50%, tu remontes ton stop, comme tu veux. Hein. Toujours pareil, la gestion du risque, c'est des curseurs à gérer en fonction de votre agressivité et de votre profil d'agressivité. Il n'y a pas de formule qui fonctionne pour tout le monde dans le trading, sinon ça se saurait. Alors, Xiaomi coule doucement mais sûrement, je peux attendre un signal de reprise. Ah bah oui, attendez, là, on n'achète pas sans signaux Xiaomi. Hein. General Electric, c'est la cata. Oui, mais t'inquiète, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Moi, ça ne me gêne pas, encore une fois, que le marché me titille, puisque c'est le thème du moment, hein, de dire ah ouais, t'as probablement raison dans ton raisonnement, mais je vais d'abord t'emmerder un petit peu et je vais te faire douter. Bon, évidemment, si vous doutez, vous allez vous faire dézinguer la plupart du temps. Et après, en plus, le pire, c'est que le marché va aller dans votre sens. Donc c'est double sanction parce que vous allez prendre des stops et pire que ça, après le marché va vous donner raison et vous allez courir après les prix. Je vous dis, c'est le pire des trucs à faire. Le changement d'état d'esprit, non. Ce qu'on fait en trading et en spéculation, c'est gérer son risque et surtout pas changer de scénario en cours de route. Et se dire, j'ai eu tort, donc maintenant j'achète ou j'y arrive plus, le marché n'y arrivera pas, je prends mes stops. Non, tu prends tes stops si on sort de ton cadre technique.
Si on sort de ton contexte. Pour moi, non. Hein, voilà. Sur tous ces scénarios-là, on n'est pas du tout sorti du contexte. Alors, je vais quand même aller regarder Xiaomi rapidos. Regardez là à Hong Kong Exchange, hein, encore une fois, et surtout pas... non, voilà, pour moi, on est totalement encore dans le contexte hein, sur Xiaomi. Il n'y a rien qui me... Non, c'est parfait même. Par contre, ça suggère qu'ici, il va falloir être un peu plus patient. Parce que tu vois, le cycle est faible, mais Sinewave détecte le passage en cycle haussier. On est toujours au-dessus des niveaux de survente. Non, moi, c'est intéressant, Xiaomi. Hein. Franchement, je te le cache pas, c'est intéressant. D'un point de vue spéculatif, pour moi, là, il y a le signal. Il est là. Hein. Tu as un Sinewave haussier, tu es repassé au-dessus de la survente du momentum. Pour moi, c'est un achat sur Xiaomi. Pour moi, c'est un achat. Maintenant... Dans le contexte actuel, je pense qu'on peut tirer un peu plus bas, c'est-à-dire peut-être un retest de la zone de survente. C'est-à-dire, je dirais ici peut-être, pour ceux qui sont chauds, alors c'est ultra spéculatif ce que je vous dis là, mais pour ceux qui sont showtime, je dirais un achat 11,72 avec un stop ici et 2 fois la taille de la mèche. C'est-à-dire, vous prenez la mèche là, vous la mettez 2 fois, ça fait un stop à 11. Voilà, allez, achat 11,72 avec un stop à 11. Et il ne faudra pas pleurer s'il ne passe pas celui-là. Mais il me semble pas inintéressant. Donc pas trop de levier, parce qu'il y a beaucoup de chances que ça passe pas. Mais si ce prix est proposé, moi je pense que c'est pas inintéressant d'acheter sur la partie de la mèche ici, là, la zone de survente. Ça me paraît pas inintéressant. Un retest en fait. Comme le marché a essayé de passer dessous, qu'il a quand même tenu une petite clôture, je pense que le marché va peut-être retester pour bien valider le rejet haussier de cette zone. Et là derrière, évidemment, ça passe là. Et puis si on revient chercher cette mèche-là, là c'est banqueroute. Donc pour ceux qui veulent la jouer moindre risque, dans ce cas-là, c'est un trade ici en validation, en breakout, c'est-à-dire attendre que le marché vienne tester cette zone, puis qu'il repasse par le haut. Et là, ici, un trade de confirmation. Donc ici sera la validation. Pour ceux qui prennent le trade le plus spéculatif en bas, ce sera, pardon, pas l'invalidation, mais la validation. Voilà, ce sera validation ici. Là, ce sera très intéressant. Voilà. Et avec un premier objectif ici sur du coup la clôture du gap, où ici on se met à break-even, on prend un petit partiel pour ceux qui veulent, mais ici une gestion du risque à faire au-dessus. Voilà. À la clôture du gap, ça montre que le marché n'est plus baissier, mais ça ne veut pas dire que le marché sera tout de suite haussier. Voilà. Hein? Donc peut-être, moi en général j'avais ce truc-là aussi, je vous le rappelez-vous, je vous dis sur le niveau de validation, généralement le marché fait un ratio d'1 pour 1. Donc peut-être par là, vous voyez, hop. Vous dire l'achat se fera plutôt par là parce que derrière la gestion du risque se fera ici. Et le marché a souvent tendance à faire ça, hein, à gérer son risque à 1 pour 1 parce que voilà. Donc à surveiller, mais moi Xiaomi ça m'intéresse toujours, hein, ça m'intéresse toujours. Allez, navré, j'ai pas trop le temps pour les autres questions, donc je les lis même pas pour ne pas être tenté. Je vous invite à les reposer dans les commentaires de cette nouvelle vidéo, j'y répondrai évidemment. Alors pour l'instant, j'ai pas de nounou, donc je gère mon gamin là toute la journée. Donc j'ai très peu de temps évidemment à consacrer au trading. J'essaie de vous faire ces émissions dans la mesure du possible. Évidemment demain je ne vous garantis pas qu'il y en aura une. J'espère quand même parce que ça va bouger sur Apple. Mais si vous voyez que je ne réponds pas et tout ça, hein, c'est normal. C'est tout simplement que j'ai des priorités à gérer et qu'il est une bien meilleure priorité que le trading et que vous malheureusement. Donc ne m'en voulez pas, hein, si je ne réponds pas, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme je veux. Voilà, c'est juste que j'aurai probablement pas le temps de le faire.